sommaire de cette édition, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exprimé son vœu de voir un jour le peuple congolais et rwandais vivre en harmonie. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue aux côtés du président en exercice de l'EAC, Salva Kiir. Vous aurez tous les détails dans cette édition. Et puis à l'international, exportation d'avocats au Maroc, le pays a placé 60 000 tonnes du fruit sur le marché international, soit une hausse de 30% en comparaison avec la campagne précédente. Vous êtes en direct de Géopolis Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, le peuple congolais et le peuple rwandais retrouveront un jour le bonheur de vivre ensemble. C'est le vœu exprimé par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de la conférence de presse qu'il a tenue aux côtés de son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, le chef de l'État du Sud-Soudan, qui est aussi président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, est arrivé à Kinshasa dimanche dans le cadre d'une tournée régionale pour la recherche de la paix à l'est de la RDC. Je vous propose de suivre le président Tshisekedi. Parce que, prenons le cas de la crise avec le Rwanda, ça n'a rien à voir avec les peuples. Le peuple rwandais ne vient pas envahir la République démocratique du Congo. C'est un régime dirigé par un individu qui est devenu friand de ce genre de crimes. Et c'est ce régime qui attaque et agresse la République démocratique du Congo. Les peuples des deux pays n'ont aucun problème l'un et l'autre. C'est un problème de régime, et le régime, comme vous le savez, il n'est pas éternel. Un jour, tout cela s'arrêtera d'une manière ou d'une autre, et nous retrouverons, je crois, le bonheur de vivre ensemble en tant que voisins. Et c'est ça mon vœu. Pour le moment, il y a un perturbateur, un empêcheur de tourner en rond, mais il n'est pas éternel. Son tour viendra un jour de cesser de jouer comme ça avec la vie des gens. Parlons sécurité, et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité, Peter Kazadi, a mis en place une commission ad hoc pour réconcilier les communautés Teke et Yaka qui se battent dans la province de Mai-Ndombe depuis près de 2 ans maintenant. Cette commission a été mise sur pied sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi. Le but est de chercher comment résoudre définitivement le conflit qui oppose les Teke aux Yaka et permettre le retour de la paix dans l'espace Grand Bandundu. Patrick Ilunga pour le commentaire. L'ébauche de l'équipe qui sera chargée de la mission a eu lieu au cours d'une grande réunion autour du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité avec les autorités traditionnelles de deux communautés en conflit. La commission ad hoc sera dirigée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi lui-même. Elle est constituée de représentants des chefs coutumiers Teke et Yaka, des notables de deux communautés, des membres du cabinet du vice-premier ministre, des représentants de la présidence de la République, mais aussi de représentants des autorités traditionnelles de la province du Congo central et de l'espace Grand Kasaï. Le vice-premier ministre explique le fond de la démarche. C'est un forum de réconciliation, de paix, de la concorde, du vivre ensemble pour que la paix revienne. Nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs, des enfants et des vieillards. Il est temps de faire la paix parce que chaque chose a un début et une fin. Ce qui a été fait est fait et ça suffit maintenant. La parole a été accordée aux deux parties en froid qui ont donné à tour de rôle les explications détaillées liées au conflit. Peter Kazadi les a invités à se pardonner mutuellement et à reprendre leur cohabitation. Au cours des échanges, les communautés Teke et Yaka ont chacune remis au vice-premier ministre un cahier des charges contenant leurs préoccupations. Peter Kazadi a ordonné la mise en place d'un petit comité mixte pour analyser les problèmes contenus dans les deux cahiers des charges et aplanir les divergences. Dans leur cahier des charges,
Les Yaka ont suggéré entre autres la libération de quelques-uns de leurs membres en détention, le retrait et le remplacement des militaires par la police dans leur espace, ainsi que la réhabilitation de toutes les infrastructures endommagées au moment des affrontements. De leur côté, les Téké ont recommandé la mise en place d'une commission ad hoc d'enquête pour identifier les coupables et établir les responsabilités, organiser des procès publics contre les auteurs des atrocités dans les plateaux de Batéké, le retour des chefs coutumiers Téké et de leur population dans leurs terres, le désarmement de la milice Mobondo, l'identification des victimes de cette milice, la prise en compte de la dimension coutumière avant la réconciliation entre les deux communautés. Restons dans le même chapitre, neutralisation des groupes armés qui sèment la terreur et la désolation en Ituri. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle des localités à la littorale du lac Albert. Voilà ce que renseigne en tout cas le porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, qui note tout de même que ceci est le résultat de l'opération Tolérance Zéro lancée par l'administration militaire. Actuellement, les milices Codeco et Zahir sont en débandade. Suivez le lieutenant Jules Ngongo. Il a été joint au téléphone par Jojo Moulapa. Les opérations qui sont lancées et ces opérations sont en cours, dénommées Tolérance Zéro au bord du lac Albert. Et les hommes du lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni se sont déployés, ont mené les opérations. À ce jour, à l'issue de ces opérations, nous avons l'honneur de vous annoncer que les forces armées désormais contrôlent les localités des cafés Mbongi et ses environs. Donc aujourd'hui, toutes ces localités au bord du lac Albert sont passées sous contrôle des forces armées. Et les deux groupes Codeco et Esaïe sont en débandade. Pour le moment, nous contrôlons et nous pacifions lentement et sûrement toutes les localités qui ont été reprises d'ailleurs par les forces armées. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, la population est appelée à faire confiance à son armée, à faire confiance à la police, car aucun groupe armé ou une milice à connotation communautaire peut prétendre protéger une entité quelconque. Leur présence, ça va toujours le mettre en danger. Et c'est comme ça la population est appelée à se désolidariser de tous ces miliciens, quelle que soit leur identité. Et aux forces armées de la République démocratique du Congo, ici en Ituri, nous encourageons tous les éléments de forces armées engagés dans ces opérations à poursuivre l'ennemi, à les traquer et à le mettre hors d'état de nuire. Il n'y aura pas un seul moment de break pour ne pas les attaquer. Donc nous allons le poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et ils sont appelés à déposer les armes et à rentrer dans le processus parce que nous avons déclenché des mécanismes où seuls ceux-là qui sont épris d'épée, ils sortiront vivants. Le reste, seul Dieu le sait. Reprise des fortes pluies au mois d'avril et de mai 2024 en RDC, c'est l'alerte des météorologues congolais. Le pays subit déjà les conséquences du réchauffement climatique, notamment des fortes chaleurs et inondations. Pour réduire les risques de ces fortes pluies, les experts suggèrent la plantation des arbres qui vont renforcer les sols et limiter les érosions. Edouard Funda au commentaire. En parlant de ce sujet, nous avons un invité sur ce plateau ce soir. On va parler du réchauffement climatique dans le monde. Il s'agit d'un intervenant, il s'agit d'Edouard Funda. Bonsoir Edouard Funda. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Géopolis qui nous suivent de partout. Eh bien, la situation du réchauffement climatique dans les mondes et plus particulièrement ici en RDC, notre pays n'est pas du tout épargné par rapport à cette problématique justement de réchauffement climatique. C'est vrai, le climat est tendu, vous l'avez remarqué avec moi ensemble. C'est pas seulement la République démocratique du Congo qui est touchée, bien évidemment le monde. On parle du Brésil, on parle de l'Europe. D'ailleurs, l'Observatoire européen a engrainé une situation aussi drôle dans son dernier bulletin du 7 mars, ce qui n'est jamais fait avec une température de l'air de 13,54% en moyenne. Donc c'est déjà quelque chose
des particuliers parce que le monde n'a jamais connu cette chaleur, non plus ce changement climatique parce qu'après la chaleur intervient maintenant beaucoup de pluies abondantes qui vont s'aimer la terreur en République démocratique du Congo parce que nous connaissons la situation. Et au niveau local, les experts, selon le document que vous venez de lire tout à l'heure, les experts demandent à ce que les autorités prennent des dispositions bien avant pour essayer de permettre à la population congolaise en général de pouvoir faire face à cette situation de changement climatique pour empêcher des dégâts parce que vous connaissez, vous et moi, que la population, pour ne pas dire qu'elle se comporte très mal, mais agit par rapport à la prévention, agir contrairement par rapport à la prévention du changement climatique. Il y a parfois des immondices qui sont jetés partout. C'est ce qui cause après des grandes pluies, des inondations, des pertes de biens et des vies humaines. C'est ce que le programme, c'est ce que les météorologues plutôt demandent au gouvernement de pouvoir mettre en place même des programmes d'éducation et de sensibilisation pour permettre à la population congolaise de pouvoir faire face à cette situation qui n'attaque pas seulement la République démocratique du Congo, mais le monde entier. Parce que, vous savez, on est dans une situation où, surtout dans notre pays, la braise fait rage. Les gens essaient de couper la braise pour essayer un peu de faire la cuisine, alors que le monde recommande que les gens plantent les arbres. Voilà, que les gens plantent des arbres pour empêcher un peu cette situation et diminuer même les effets pour que les gens ne soient pas aussi touchés. Dans des villes comme dans des zones rurales, les gens devaient prendre toutes ces précautions, planter les arbres plutôt, mais aussi essayer un peu de soigner notre environnement parce que plus nous jetons les immondices dans des terrassés, nous empêchons le passage des canaux, des eaux. Ça fait en sorte que nos quartiers soient inondés et que toutes les maisons soient inondées. C'est là cause de dégâts, il y a des pertes en vie humaine, nous avons des enfants, nous avons toute une communauté, nous avons des biens à préserver. Donc essayons un peu de nous comporter selon les recommandations de ces experts parce que ce sont eux les experts de la nature. Ils nous ont proposé, ils ont suggéré en même temps au gouvernement de pouvoir prendre des précautions, de proposer des programmes d'éducation. Je crois que c'est très important si déjà à partir de la maternelle, à partir de l'école primaire, les enfants apprennent les dégâts du réchauffement climatique. Ils seront très prévenus et eux vont se comporter, même si aujourd'hui les gens ne se comportaient pas comme il faut, les enfants feront en sorte que ce qui nous arrive aujourd'hui ne leur arrive pas et qu'ils soient épargnés de toutes ces histoires. Je crois que c'est une bonne proposition des experts, ça nous aiderait et ça aiderait la République démocratique du Congo tout entière à pouvoir faire face à ce réchauffement climatique. Nous ne pouvons pas accepter cette situation-là parce que nous sommes parmi des pays producteurs ou bien des pays qui ont très des forêts, après le Brésil, des pays solutions surtout. Nous ne devons pas tomber dans cette situation. Le monde va dire quoi? Ce sont eux qui sont le poumon du monde et ils ne peuvent même pas se retrouver dans cette situation-là parce qu'ils ont déjà tout et la population devait être prévenue. Donc cette situation, ces recommandations des experts devraient permettre au gouvernement de pouvoir faire un cahier de charges ou bien mettre en place un programme très important de plantation des arbres, mais aussi de l'éducation, de la sensibilisation de toute la population pour faire face au réchauffement climatique. Il y a à l'Afrique de l'autre côté, il y a une fermeture des écoles. Au Brésil, on nous dit, il y a même des gens qui se promènent à moitié nus à cause de cette chaleur, alors que nous devions nous-mêmes, en tant qu'humains, c'est parce que c'est nous qui gérons la nature, nous devions en principe mettre en place toutes les stratégies pour empêcher les effets néfastes du changement climatique. Merci Edouard Funda, mais on a parlé du Brésil qui a atteint 60 degrés, il y a la RDC aussi qui atteint déjà des températures allant dans les 35 degrés avec ressenti de 40 degrés. Alors est-ce que réellement la population, elle se rend compte de la gravité de la situation? Parce qu'on se demande, oui, il fait chaud, mais que faire? Quels sont les actes à poser pour pouvoir protéger notre environnement aussi qui court un grand risque? Bon, c'est vrai qu'avant, les gens ne pouvaient pas comprendre la situation parce que cette situation, cette fois-ci, c'est plus particulière, pas seulement en RDC, mais aussi ailleurs. Mais je crois qu'en toute conscience, les gens ont compris qu'il y a un changement dans le monde et que même la chaleur que nous avons aujourd'hui à Kinshasa n'a jamais été avant. Les gens doivent prendre ça comme leçon et pouvoir se comporter dignement pour empêcher à l'avenir les effets néfastes du changement climatique, c'est-à-dire planter les arbres et pour essayer de donner une autre oxygène au monde et essayer un peu de ne pas
jeter les immondices, c'est-à-dire préserver l'environnement, nature, parce que oui. nous avons l'habitude de pouvoir prendre des jus en plastique et jeter des bouteilles dans des terrassés. C'est ce qui fait que, en dehors de la chaleur dont nous parlons, il y a aussi dans la situation du monde les inondations, des fortes pluies. Plus les fortes pluies s'abattent sur sur notre territoire, plus les eaux inondent nos quartiers. C'est parce que nous nous comportons d'une part de la plus mauvaise manière. Le fait que nous prenions des bouteilles, nous prenions toutes les immondices que nous utilisons, nous jetons dans des terrassés, et lorsqu'il y aura forte pluie, les terrassés sont remplis, sont bouchés, on nous renvoie l'eau dans des maisons, des quartiers sont inondés, on ne peut pas, et ça mène même la destruction des routes, parce qu'on ne peut pas voir seulement les inondations, des pertes de biens dans nos maisons, on voit aussi la détérioration des routes. Tu vois. Dans tout ça, c'est très important que nous prenions ensemble des précautions avec toutes les recommandations qui nous ont été soumises par les experts. Moi, je les appelle les experts en nature, pour que nous puissions vivre de mieux en mieux notre vie. Voilà. Merci beaucoup, Edouard Funda. Je vous remercie. Moi, je vous remercie. Voilà, poursuivons avec ce journal. La tuberculose, une maladie infectieuse d'origine bactérienne potentiellement grave qui touche principalement les poumons. Cette dernière peut causer d'énormes conséquences, notamment au niveau sanitaire, social et économique. Que faire pour lutter face à cette maladie dangereuse? Tentative de réponse dans cet élément de Rosie Chioyo. À l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose dimanche 24 mars, une marche de santé a été effectuée par le Programme national de lutte contre la tuberculose. Cette marche avait donc pour but de soutenir les personnes atteintes de cette maladie. À cette même occasion, le vice-ministre de la Santé a énuméré les avancées et progrès réalisés par le gouvernement congolais dans la lutte de cette maladie. La tuberculose est une maladie dangereuse, les conséquences sont graves mais évitables, a évoqué un généraliste. La tuberculose est une maladie infectieuse qui affecte le plus souvent le poumon. Elle est caractérisée par un type de bactérie qui se propage dans l'air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent ou crachent. La tuberculose est une maladie évitable et dont on peut guérir. Pour prévenir la tuberculose et sa propagation, il faut être un peu attentif à sa propre santé. Donc, consultez un médecin si vous présentez des symptômes tels qu'une toux prolongée, de la fièvre, une perte de poids inexpliquée, car un traitement précoce de la tuberculose peut contribuer et enrayer la propagation de la maladie et voire même améliorer vos chances de guérison. Alors, faites un test de dépistage de la tuberculose si vous présentez un risque accru. Par exemple, si vous êtes porteur du VIH ou si vous êtes en contact avec les personnes atteintes de la tuberculose dans votre foyer, donc famille ou dans votre milieu de travail. Et si un traitement est prescrit en prévention de la tuberculose, suivez les traitements jusqu'à son terme. Cela pourrait favoriser une bonne guérison. Sur ce, il est demandé pour le bien de tous de prendre des mesures appropriées afin de ne pas être touchés de cette pénible maladie. Et puis en sport, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi a battu les Dauphins Noirs à 2-1 au stade de l'Unité de Goma, alors qu'à Lubumbashi, l'ASV Club a été tenu en échec par le cercle sportif de par un score nul et vierge de 0 but partout au stade de TP Mazembe. C'était dans le cadre de la 5e journée des playoffs du championnat national. Blaise Kozola. Et le Football Club Saint-Éloi Lupopo a enregistré une nouvelle victoire ce dimanche 24 mars en battant Dauphins Noirs 2-1 au stade de l'Unité à Goma au Nord Kivu. C'était un match comptant pour la 5e journée de play-off de la Ligue nationale de football, la Linafoot en sigle. C'était donc grâce au doublé du Tanzanien Georges Mpolé qui a permis aux Cheminots de s'imposer à l'extérieur et d'enchaîner avec une deuxième victoire de suite. En revanche, au stade TP Mazembe, l'association sportive Vita Club a fait un match nul de 0 but partout face au cercle sportif Don Bosco. Ici est de noter qu'avec un match de moins, le tout-puissant Mazembe reste en tête au classement provisoire et compte 10 points. Toujours dans le même chapitre, le 13e Jeux africains a fermé ses rideaux samedi 23 mars 2024 à Accra, capitale ghanéenne. La délégation de la République démocratique du Congo a ramené
a ramené 18 médailles, dont 2 en or, 7 en argent et 9 en bronze. Blaise Kouzola. La délégation de la République démocratique du Congo a remporté 18 médailles, notamment 2 en or, 7 en argent et 9 en bronze aux 13e Jeux africains qui se sont clôturés ce samedi 23 mars à Accra, au Ghana. C'est la moisson pour la participation à ces Jeux pour la RDC qui fait mieux que lors de la dernière édition à Rabat au Maroc où les pays avaient remporté 11 médailles dont 2 en argent et 9 en bronze. Le gros des médailles a été remporté par la boxe avec un total de 11, notamment les 2 médailles en or avec les athlètes Pita Kabeji chez le moins de 71 kg et Steve Kulengulaka chez le moins de 80 kg. C'est une grande récompense pour les pugilistes congolais qui font mieux également par rapport à Rabat où ils avaient obtenu seulement 5 médailles dont 2 en argent et 3 en bronze. Le handball également a fait honneur avec les 2 médailles d'argent dans les 2 versions. Du côté des dames, la défaite était logique face aux championnes d'Afrique en titre, à savoir les Angolaises. Il y avait suffisamment de la place pour le monsieur d'aller chercher la médaille d'or face aux champions d'Afrique en titre égyptiens qui n'étaient pas flamboyants. Défaite avec un but d'écart, à savoir 32-33. Du côté de la lutte, les 4 médailles ont été obtenues à l'entame de la compétition et la discipline n'a pas dérogé à ses habitudes. L'autre discipline qu'il faut féliciter, c'est les basketball 3x3 dames qui est allé chercher la médaille de bronze. Il y avait possibilité de faire mieux parce que les filles n'ont perdu qu'avec un écart de 2 points 13-15 devant les Nigérianes après prolongation pour s'imposer 27 devant les Béninoises. Comme à chaque fin de compétition, des leçons sont à tirer. Et du côté congolais, il faudra vraiment commencer à prendre au sérieux l'aspect préparation des athlètes, sinon ce sera compliqué d'arriver au même niveau que les grandes nations comme l'Égypte qui termine en tête du classement de médailles avec 187 au total, dont 99 en or. Allons à présent au-delà de nos frontières avec cette page internationale. Je l'avais annoncé en titre, le Maroc a établi un nouveau record d'exportation d'avocats en 2023-2024. Sur la période considérée, le pays a placé 60 000 tonnes de fruits sur le marché international. Ce résultat marque une progression de 33% par rapport au stock expédié au cours de la campagne précédente qui représente 45 000 tonnes d'avocats. Juju Moulamba pour les détails. Record que vient de réaliser le Maroc. D'après l'association marocaine de l'avocat, les expéditions d'avocats ont atteint 60 000 tonnes en 2023-2024. Cet exploit tient principalement de l'augmentation de 50% d'une année sur l'autre de la récolte d'avocats à plus de 70 000 tonnes, ce qui a permis d'accroître le volume exportable. À cela s'ajoute une hausse de la demande en provenance de l'Union européenne, premier débouché du Maroc où l'Espagne, le principal fournisseur du fruit, a enregistré une forte baisse de sa récolte en raison de la sécheresse. Au sein du bloc économique européen, les principaux acheteurs des avocats marocains ont d'ailleurs été l'Espagne, la France, le Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. En outre, cette nouvelle performance témoigne de la résilience de l'industrie locale qui a dû faire face à de nombreux défis. Dans le royaume chérifien, la filière avocat ambitionne de porter son volume d'exportation du fruit à plus de 100 000 tonnes sur le marché international d'ici 2027. Selon les données de la FAO, les plantations d'avocats couvraient plus de 9 600 hectares en 2022. Le Maroc est le 3e exportateur africain d'avocats après le Kenya et l'Afrique du Sud. Les ventes sur le marché international sont sur une pente ascendante malgré les défis climatiques affectant la production. Allons à présent en Afrique du Sud où la stratégie de traitement des minerais et des métaux du gouvernement commence à prendre forme grâce à sa politique de création des chaînes de valeur dans l'industrie minière pour stimuler la production et la transformation locale. Le pays a développé un centre de fabrication des bijoux à Johannesburg en offrant à toutes les parties prenantes un écosystème permettant de produire et d'exporter plus efficacement. Edouard Fonda. Détrôné de son rang de premier producteur africain d'or en 2022 par le Ghana, l'Afrique du Sud mène des initiatives visant à promouvoir la production et la transformation locale des métaux et des pierres précieuses destinés à l'exportation.
Parmi elles, l'on recense la création d'un centre de fabrication de bijoux à Johannesburg, inauguré le 21 mars 2024. Situé dans la zone économique spéciale de Gauteng, ce centre, construit sur une superficie de 300 mètres carrés, a pour objectif de stimuler l'écosystème minier en rapprochant les producteurs miniers et les joailliers. Depuis la reprise économique post-Covid, les exportations sud-africaines de métaux précieux et non ferreux des bases ont considérablement augmenté. Selon les données officielles, la production d'or est passée de 100 000 tonnes en décembre 2023 pour une enveloppe globale de 22,7 milliards de dollars. Une augmentation de près de 9,6% par rapport au chiffre précédent de 89 000 tonnes pour décembre 2022. Une performance que les experts souhaitent voir appliquée à d'autres produits comme le platine, l'argent et le diamant qui représentent à eux seuls un peu plus de 16% de la production minière totale. Malgré ces progrès constatés, les coûts élevés des intrants et l'approvisionnement irrégulier en électricité continuent d'avoir un impact significatif sur la performance du secteur. Une situation pour laquelle les autorités envisagent dans les jours à venir de créer un cadre législatif en faveur de la promotion des énergies vertes. Une autre manière de vous informer dans ce journal, mesdames et messieurs, faisons place à présent à la revue de presse. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de l'actualité parue dans la ville de Kinshasa ce lundi 25 mars 2024 avec Géopolis Hebdo qui titre « Salva Kiir à Kinshasa, la voix de la RDC plus haut que jamais ». La communauté d'Afrique de l'Est poursuit ses efforts pour imposer diplomatiquement la paix à l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région. C'est dans ce cadre principalement que le président Salva Kiir, chef de l'État du Soudan du Sud et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, est arrivé à Kinshasa. Son programme prévoit une première rencontre avec le président Félix Tshisekedi dimanche avant un tête-à-tête lundi et une séance de travail au Palais de la Nation. Au moment où la République démocratique du Congo et le Rwanda ont lancé déjà des travaux préliminaires pour des éventuelles discussions entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Les organisations régionales s'épanchent davantage sur la question de la recherche de la paix à l'est du Congo. Et désormais, des organisations se montrent fermes d'une part dans le soutien à la RDC dans la guerre d'agression dont le pays est victime et d'autre part dans la condamnation des actions du Rwanda. Dans le même registre, Africa News titre Tshisekedi et Salva Kiir en séance de travail élargie ce lundi à Kinshasa en visite officielle pour des consultations visant à renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine. À son atterrissage à l'aéroport international de Njili, le président Salva Kiir a été accueilli par une délégation d'officiels RD congolais conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Dans la soirée, il a été reçu en privé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Dans le cadre du renforcement de la paix et de la sécurité au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, les deux dirigeants ont eu un dîner en format restreint avec quelques ministres et proches collaborateurs. Les deux dirigeants vont se retrouver ce lundi au Palais de la Nation pour d'autres entretiens. Avec une frontière longue de 650 km, la RDC et la République sœur du Soudan du Sud sont engagés à travailler ensemble pour une paix durable au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. En réaction à la levée du moratoire sur la peine capitale, Forum des As a titré « La Synco appelle à l'abolition de la peine de mort ». Les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont exprimé leur consternation par la décision prise par le gouvernement de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Dans une déclaration publiée le vendredi 22 mars courant intitulée « Tu ne tueras point », la Synco rappelle que ces moratoires couraient depuis 20 ans dans notre pays avec beaucoup d'espoir qu'il aboutisse en République démocratique du Congo. La levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort intervient dans un contexte de guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda via le terroriste du M23 et de la montée de la criminalité urbaine avec notamment le tristement célèbre phénomène Kuluna. Le prélat catholique reconnaît que les actes de traîtrise ou d'espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité de préjudices subis et que la guerre imposée à notre pays nous oblige à chercher de voies et moyens pour amener la paix et garantir l'intégrité du territoire national. Cependant, les signataires de la déclaration pensent que le rétablissement de la peine de mort vient renforcer la banalisation de la vie humaine. Dans la même actualité, la prospérité titre « Tu ne tueras point », Exode 20:13. RDC, la Synco lance un appel à l'abolition de la peine de mort. Avec la note circulaire
circulaire numéro 002-MME-CAB-ME-MIN-JCGS-2024 du mercredi 13 mars 2024 relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort du ministère de la Justice, nous assistons à la restauration de la peine de mort dans le fait en République démocratique du Congo. Quelques recommandations de la SANCO au gouvernement. 1. Eu égard à ce qui précède, animé par la certitude que chaque vie est sacrée et que la dignité humaine doit être protégée, nous marquons un refus net du recours à la peine de mort. Pour ce faire, nous recommandons au gouvernement abolir la peine capitale pour tous les crimes, mettre en place des systèmes de détention plus efficaces et améliorer les conditions carcérales de détenus pour tous les crimes. Former une police de proximité pour endiguer les phénomènes des enfants de la rue et des gangs hors la loi dits Kuluna. En conclusion, la peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'évangile. Quelles que soient les modalités d'exécution, la peine de mort implique un traitement cruel, inhumain et dégradant. L'amour infini des dieux donne à chaque homme une dignité, même des crimes ne sauraient enlever. Bientôt nous allons célébrer la Pâque, sommet des fêtes chrétiennes, triomphe de la vie, manifeste que Jésus est contre la peine de mort infligée à son Fils. Nous vous exhortons à lutter contre les différentes facettes de la culture de la mort dans notre société. Fin de cette revue de presse. Madame, Messieurs, au revoir. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. Vous l'avez suivi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a exprimé son vœu de voir un jour le peuple congolais et rwandais vivre en harmonie. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue aux côtés du président en exercice de l'EAC, Salva Kiir. Et puis, exportation d'avocats au Maroc, le pays a placé 60 000 tonnes de fruits sur le marché international, soit une hausse de 33% en comparaison avec la campagne précédente. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, portez-vous bien.